Est-ce que la société Manitou est un bon investissement? Aujourd'hui, on va analyser cette société, puisque si tu as suivi la vidéo que j'ai faite hier, dans mon screener, elle est tombée, voilà, elle a respecté les critères fondamentaux en termes de finances, donc ça a attisé ma curiosité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir plus en profondeur la société, voir si vraiment ça m'intéressait, et du coup, je te fais un petit peu la partie 2 aujourd'hui, où grâce au screener, donc aux critères quantitatifs, j'ai repéré une société, d'autres d'ailleurs, mais là je me suis concentré sur celle-ci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement aller analyser plus qualitativement la société, plus en détail, voir si j'ai envie d'investir, et tu verras la réponse si c'est oui ou non à la fin de la vidéo. Donc pour faire un petit récap, donc Manitou, c'est une société française donc que tu peux acheter par exemple dans le PEA qui fabrique et commercialise des engins, des machines qui sont spécialisées dans la manutention, la construction et aussi l'agriculture et l'industrie. Donc tu vois ce genre d'engins là, nacelles élévatrices, magasinage, des chariots élévateurs. Je pense que tu vois plus ou moins ce que c'est, même si voilà, moi je suis pas dans le secteur, toi j'imagine non plus, des trucs pour l'agriculture. Donc voilà, des engins, pour le dire de manière très simple, des engins de chantier et sur voilà, plusieurs secteurs. Donc voilà ce qu'ils font, c'est plus ou moins concret, hein, c'est plus ou moins rapide à comprendre sans forcément comprendre les détails. Mais du coup, c'est ce qu'ils font, ils ont plusieurs usines, ils vendent à travers le monde, hein, c'est pas du tout que en France, ils vendent beaucoup en Europe du Nord, également bien sûr en Europe du Sud, également en Amérique. Et c'est une société qui est relativement importante, une société qui pèse quand même un peu moins d'1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est une mid-cap. Je vais te montrer directement sur Guru Focus un petit peu la répartition du chiffre d'affaires. Donc tu vois que voilà, ils ont aussi une partie service, mais qui représente même pas 15% du chiffre d'affaires. Donc c'est simplement la vente de leurs produits, de leurs engins qui fait du chiffre d'affaires. Et au niveau géographique, c'est présent sur, comme je te l'ai dit, ben voilà, 20% Amérique, Europe du Nord, c'est le premier marché avec 36%, Europe du Sud 33%, un petit peu d'Asie, du Pacifique, d'Afrique, de Moyen-Orient, mais bon, ça reste assez marginal. Donc tu vois que c'est assez diversifié, hein, c'est pas du tout exposé que à la France, donc ça c'est quand même, je pense, un assez bon point. Et donc, bon, ça, au moins je te présente ce que fait la société grossièrement. Maintenant, on va aller voir directement la valorisation, parce que si c'est pas intéressant en termes de valorisation, bah moi ça m'intéresse pas directement, donc ça sert à rien de perdre du temps. Tu t'en doutes que du coup là, le cas c'est que oui, c'est assez intéressant. Donc, on va voir différents sites qui proposent leur évaluation de la valeur de la société et de l'action, hein. Donc, Gros Focus nous dit que ça devrait valoir 30 € l'action. Actuellement, ça vaut 20. Voilà, ça a monté un peu aujourd'hui. D'ailleurs, le momentum, même si moi je me base pas vraiment dessus, hein, c'est pas trop ma stratégie, mais en tout cas le momentum est assez bien, hein. D'ailleurs, j'aurais aimé pouvoir la choper à 15 €. Si certains l'ont chopé, bravo à eux, tant mieux pour eux. Puisque là, en fait, elle était à 15 € encore il y a un mois et demi, et elle a repris 32%, donc ça fait un peu chier. Là, à 15 €, ça devait être vraiment encore plus se valoriser, vraiment intéressant, mais je pense qu'il y a eu une bonne nouvelle qui est tombée depuis, qui était le résultat du chiffre d'affaires. Non, quoique c'était peut-être déjà tombé avant. Bon, en tout cas, peu importe. Ouais, non, c'était en octobre. Mais bon, en tout cas, la société, le cours a bien monté. Donc, je pense que là, c'était vraiment l'opportunité, voilà, un petit peu en or. Maintenant, c'est forcément beaucoup moins le cas. Lorsqu'on a déjà pris une hausse de 32%, c'est beaucoup moins intéressant. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est plus intéressant? Pas forcément. Donc, on voit que Gros Focus, ils disent que ça devrait valoir 30 €, donc une hausse potentielle de 33%. Donc voilà, si l'action, 33% en dessous de la valeur, mais si toi tu la prends à 20 € qu'elle monte effectivement à 30, tu n'auras pas fait 33%, du coup tu auras fait 50%. Donc c'est quand même propre, hein, prendre 50%, ce serait pas mal. Après ça, c'est l'avis de Gros Focus, c'est pas forcément la vérité. Ensuite, je vais te mettre d'autres données, par exemple Morningstar, qu'il évalue à 29,75. Pour une fois, ils sont à peu près d'accord, hein, les deux sites d'analyse. Souvent, Gros Focus est trop ambitieux, je trouve, et Morningstar, c'est un peu plus la voie de la raison. Enfin, ça dépend des fois, mais en tout cas, là en tout cas, les deux sont à peu près vers 30 € l'action. On va mettre Zone Bourse, par exemple. Zone Bourse, ils disent que l'objectif de cours moyen est à 26 €, donc c'est un peu plus frileux, j'ai envie de dire, bon, un peu plus raisonnable. Donc ce qui me paraît pas déconnant, en tout cas voilà, plus de 20 € également. Et sur Investing aussi, hein, on nous parle d'un, je vais le mettre ici, hop, overview. Donc
analyse enfin sentiment des analystes, donc en termes fondamentaux, hein, pas techniques, une hausse de 28%, donc ce qui devrait arriver à un cours de 26 € également ici. Donc tu vois que à peu près toutes les sociétés financières s'accordent pour mettre un prix à 26, 27, même jusqu'à peut-être 30 €. Donc déjà, ça te met la puce à l'oreille que c'est un petit peu sous-valorisé. Donc ça te met la puce à l'oreille que c'est pas l'affaire du siècle, ça va pas faire x2, ça vaut pas le double, mais il y a quand même une décote où tu peux te faire 20, 30, voilà, à moyen terme, long terme, enfin non, plutôt moyen terme, on va dire d'ici 2-3 ans, potentiellement 50%, si la société en tout cas se casse pas la gueule, hein, bien sûr, il y a toujours des risques. Donc pour moi c'est une affaire intéressante, c'est pas l'affaire du siècle, je vais pas espérer faire x2 avec, mais pourquoi pas avoir une position. Donc on va regarder les ratios plus en profondeur, on va aller sur Investing. Donc le PER est à 4.7, ce qui est ultra faible. Attention, je suis allé voir du coup les résultats, etc., les prévisions pour les résultats 2024, puisqu'en gros, la société, quand on regarde les résultats annuels, donc elle a fait 143 millions de bénéfices nets en 2023, donc forcément tu fais 143 millions, bon je vais le faire en direct, hop, je crois que j'ai fermé l'onglet sans faire exprès. Je vais le rouvrir, c'est pas grave. Hop, rouvrir l'onglet fermé. Donc, je voulais juste ouvrir la calculette à la base. Hop, donc, en gros, on a un résultat net de combien c'était? Là, ça m'a remis trimestriellement. Donc, 143 millions. Le cours, enfin, la market cap est à 809 millions. Donc, tu fais 809 divisé par 143. Je vais le faire directement. Tac. Donc tu vois, ça fait un PER qui serait à 5.6. Donc pourquoi ils nous disent que le PER est à 4.7, ça je ne sais pas exactement. Mais voilà, si tu fais 143 fois 5, donc on va le faire juste ici. 143 fois 4 points, allez, on va être précis, fois 4,79. On n'obtient pas la market cap, donc bon, c'est pas à jour. Parfois c'est le cas hein, sur simplement Google Finance, ou alors sinon je pense que c'est peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte le PER 2023 mais le PER TTM, donc les 12 derniers mois, et du coup ce serait logique si le dernier trimestre, le dernier semestre plutôt, il a été plutôt pas mal. En gros je pense qu'ils prennent pas du coup les 143 millions, ils prennent le deuxième semestre 2023 et le premier semestre 2024, donc là ça fait, bon, c'est pratique, ils ont fait 40 à chaque fois, donc ça fait 160 millions. Et là du coup j'imagine que c'est plus correct. Donc ouais, voilà, s'ils ont fait 160 millions sur les 12 derniers mois de bénéfices, tu fais ça fois 4.8 et du coup ça doit être plus proche de la réalité. Et là avec le cours qui a monté, peut-être c'est pas à jour, mais bon. En gros le PER en réalité voilà, il est plutôt à 5 qu'à 4.79, mais bon peu importe. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça paraît hyper intéressant. On se dit, waouh, une société PER de 5, ça veut dire qu'en 5 ans, avec les bénéfices, en théorie, voilà, je suis remboursé, etc. Sauf que en allant éplucher un peu les résultats et les prévisions hein, de la société, ils vont décroître en 2024. Donc voilà, je pourrais te lire tout le truc, on verra peut-être un peu plus en détail après. Mais du coup, ils comptent faire une baisse de 7% du chiffre d'affaires par rapport à 2023. Donc voilà, baisse de 7% du CA. Et est-ce que la marge va bouger? Et bien du coup je suis allé voir le rapport du troisième trimestre de l'année passée, donc qui était ici. Donc ils avaient une marge opérationnelle, ils disaient à 6.5%. Là ils parlent d'une marge opérationnelle qui n'est pas la marge nette, hein, faut faire la différence, à 7%. Donc en gros la marge va rester en tout cas cette année en 2024 à peu près la même selon leurs estimations. Donc ça voudrait dire que tout simplement le bénéfice pour 2024, bah du coup, s'il était à 143 millions, que la marge reste la même, mais qu'on a une baisse de 7%, bah il va juste baisser de 7%. Donc je vais réouvrir ma calculette. Tac. Donc 143 fois 0,93 pour faire la baisse de 7%. Donc voilà. Et bien ça ferait un bénéfice net qui serait à 133 millions. Donc maintenant qu'on prend ce nouveau bénéfice qui sera hein, clairement à quelques millions près, ce sera probablement, hein, parce que je pense que leurs analyses elles sont pas très loin de la réalité, ça a l'air assez sérieux en tout cas. Sur Zone Bourse d'ailleurs tu peux voir le taux de surprise etc. au niveau des résultats, bon en général c'est à peu près correct, bon bref.
Donc en tout cas, si on prend en compte ça, qui vont baisser de 7 à 10%, on va peut-être arrondir à 130 millions pour être un peu plus pessimiste, allez 130 millions, et que le cours reste à 809 millions, que le prix de l'action ne bouge pas, et du coup, eh bien, on a juste à faire 809 divisé par 130, hop, et du coup le réel PER, le vrai PER avec les nouveaux résultats serait à 6.22. Donc déjà, c'est pas la même chose que le 4.7. Voilà, 6.22, peut-être 6,5. Donc c'est moins intéressant que ce qu'on pourrait croire, mais c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, hein. Un PER de 6, c'est faible, hein, c'est assez sous-valorisé. Pour une société en tout cas qui serait pas en train de complètement se casser la gueule. Donc aussi, ce qui est intéressant à voir sur les résultats, c'est que du coup, bon, en 2024, ils vont baisser un petit peu, c'est pas non plus catastrophique, mais il y a une chose qui est quand même inquiétante quand on la voit au premier abord, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes, il était énorme. Donc là, tu vois, en gros, là, c'est les prises de commandes effectives chaque trimestre, en bleu. Donc tu vois qu'il y avait énormément de prises de commandes en 2021. Et du coup, ce qui a fait un stack, hein, une accumulation donc, du carnet de commandes total qui était énorme un peu après, donc en 2022. Avec toutes les prises de commandes de 2021, je pense avec les taux d'intérêt bas, ils se sont gavés. Enfin, les gens qui commandaient se sont dit, bon, on peut emprunter à taux limite zéro, on va pas se faire chier, donc voilà. Et du coup, le carnet de commandes était énorme en 2022, et forcément, ils ont livré tout ça, ce qui a mené à la croissance, forcément, qu'on a pu avoir, hein. Donc voilà, ils ont fait une bonne année 2023 principalement, et puis ils ont une croissance en tout cas ces dernières années, tu vois, où ça a fait voilà, 2021 1,8 milliard, puis ensuite 2,3 milliards, puis 2,8 milliards. Ouais, c'est énorme comme croissance, mais ça va certainement pas continuer sur ce niveau-là, sinon ça n'aurait absolument aucun sens, on n'aurait jamais un PER de 6 s'il y avait une telle croissance, tu vois. Donc là tu vois que ça se réduit en fait au fur et à mesure qu'ils livrent la commande, en fait le carnet de commandes ne fait que fondre. Voilà, 3 milliards, puis ensuite 2 milliards, puis ensuite 1 milliard. Et donc on se dit, bon, si ça continue comme ça, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir plus que 500 millions, puis au bout d'un moment, ils auront même plus de commandes et ça va complètement se casser la gueule. Donc ça paraît dangereux. Donc il y a un point qui est quand même très intéressant du dernier résultat, donc troisième trimestre, c'était il y a 2 mois, donc ça reste quand même à peu près d'actualité. C'est que le carnet de commandes a enfin rebondi. Donc tu vois, c'était en chute depuis 2 ans, ça faisait que chuter à chaque fois à cause de l'euphorie qu'il y a dû avoir de commandes en 2021. Et là, on se dirait, bon, scénario catastrophe si ça continue comme ça. Mais il y a enfin eu un trimestre où le carnet de commandes s'est un petit peu repris. Donc tu vois, prise de commande de 252 millions contre 216 millions en 2023. Donc voilà, les commandes qui repartent un petit peu, rien d'exceptionnel, mais tu vois que là, c'était en baisse. T2, c'était la catastrophe. Et là, ça repart un petit peu. Et d'ailleurs, c'est logique puisque le cours, je pense, va s'accorder un peu sur ça. C'est-à-dire que quand il y a eu plein de commandes en 2021, bam, les analystes sont pas cons, ils savaient que ça allait forcément croître en termes de bénéfices vu ces prises de commandes, donc le cours a monté plus 100%. Ensuite, ça a dû ralentir un petit peu, on a une baisse peut-être exagérée ici, voilà, ça s'est stabilisé. Et puis là, je pense que du coup, voilà, en mai, ils ont publié le rapport où la prise de commande était vraiment catastrophique, hein. Tu te rends compte de la commande 86 millions si j'arrive à lire tellement c'est minus. Ouais, ça annonce pas trop des belles couleurs, hein. Donc là, ça avait dû chuter de 50% par rapport au plus haut à peu près, ce qui était peut-être un peu exagéré, je pense, à ce niveau-là. Donc ceux qui l'ont chopé là, bon, ils ont eu raison, hein. C'était un peu abusé, et là du coup ça a remonté de 30%. Donc ça commence à redevenir valorisé, mais pour moi il y a encore une petite décote, et bon, je suis pas le seul à penser ça, hein. Tous les sites que je t'ai montré d'analyse pensent qu'il y a une décote d'environ un tiers, hein. Donc ça peut prendre, voilà, allez, on va dire 30%. Surtout si ça se passe bien pour la société, tout simplement. Donc pour te faire un petit récap des derniers résultats qu'on a eu, donc les carnets de commandes qui reprend un peu, c'était le seul truc un peu positif. Sinon, ils parlent d'une baisse par rapport au troisième trimestre 2023. Les 9 mois sont aussi un petit peu en baisse, ils prévoient une baisse de 7%. Mais du coup, si ça se normalise entre guillemets, qu'on a les commandes qui reprennent, puis tranquille, ça baisse de 10% pour 2024, puis en 2025, imaginons, ça reste, voilà, pas de croissance, ça reste toujours à, je crois qu'on avait dit 130 millions de bénéfices, une petite baisse et tout, et ensuite, voilà, faut savoir qu'ils ont aussi, ils investissent beaucoup en termes de capex, etc. Donc là, par exemple, bon, ils ont repris une société apparemment qui fait 8 millions, donc bon, ça c'est rien, mais sinon, voilà, ils prévoient un investissement de quand même 60 millions d'euros
pour une nouvelle usine, hein, enfin voilà, un site mécano-soudure. Ensuite, ils étendent une usine qui est aux États-Unis, Dakota du Sud, de 7000 m². Donc tu vois, ils investissent beaucoup, donc c'est potentiellement voilà, des choses, si c'est rentable, qui vont permettre de croître. La société n'est pas trop endettée non plus, on reviendra sur tous les ratios juste après. Donc potentiellement, je pense qu'à long terme, ça peut croître un petit peu. Donc dans 2 ans, on peut peut-être revenir à 150 millions, etc. De 3 ans plutôt. Et du coup là, si tu l'as payé vraiment 6 fois les bénéfices ou même 5 fois les bénéfices, là forcément ça sera intéressant. Et puis là, ça pourrait bien sûr se revaloriser à moyen terme. Et du coup, voilà, je pense pas que c'est l'affaire du siècle, mais ça peut tout à fait remonter à 25 à 30 euros d'ici 1-2 ans, même plus rapidement, hein, s'ils annoncent des bons carnets de commandes à voir. Donc pour moi, ça reste une bonne opportunité. Donc je vais te montrer un petit peu tous les ratios fondamentaux, puisque faut voir la dette aussi, évidemment, faut pas avoir juste le chiffre d'affaires, les perspectives et tout. Donc PER 4,72, je te le disais, à prendre avec des pincettes, en réalité on est plutôt vers du 6, 6,5 avec les résultats qui vont tomber, mais ça reste faible, hein, 6,5 c'est quand même très bas. Donc forcément, prix sur chiffre d'affaires, c'est extrêmement bas. Prix sur cash flow aussi, c'est plutôt pas mal. Prix price to book qui est aussi négatif, enfin en dessous de 1, pardon. Je sais pourquoi je dis négatif, c'est en dessous de 1, ce qui est plutôt un bon point. Bon, voilà, après, c'est pas un critère que je regarde, je regarde plus trop ce critère, à vrai dire, puisque c'est quand même assez complexe hein, d'évaluer la valeur comptable. Est-ce que c'est réel ou pas? Le point un peu plus négatif, c'est la marge, qui est limite. Voilà, tu vois, il est rentré dans mon screener que je t'ai fait hier, mais c'était vraiment à la limite, hein, puisque la marge, elle est à peine au-dessus de 5%. Donc sur les 12 derniers mois, 5,65%. Mais sinon, habituellement, sur les 5 dernières années, c'était plutôt à 4, en gros, même pas. Donc voilà, la marge est, on va dire, au minimum de ce qu'il faut, mais ça reste, c'est pas non plus du 1%, c'est pas du 0,5. Pour moi, ça reste le minimum, mais faudrait pas trop qu'elle diminue, quoi. Donc ça, c'est moyen. Ensuite, return on equity, 18%, donc c'est plutôt pas mal. Après, on peut se dire, bon, s'ils ont 18% de retour sur les capitaux propres, mais les capitaux propres sont complètement bouffés par la dette, forcément c'est pas intéressant. Donc il faut tout de suite aller voir le debt sur equity qui est à 52%, c'est ok. C'est des dettes qui sont normales, voilà, c'est un petit peu important, mais pour moi il n'y a rien du tout d'alarmant, hein, ça fait la moitié des capitaux propres, donc ça va. Donc ils ont quand même une bonne rentabilité des fonds propres. Return on investment, donc retour sur les investissements, 11%, donc c'est pas non plus magique, tu vois, c'est pas la société qui a 20-30% hyper rentable, mais c'est normalement même plutôt bien rentable, donc ça va, à ce niveau-là, c'est pas phénoménal, mais c'est ok. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, quick ratio, ça c'était pas ouf, hein, forcément, ça on aurait aimé avoir mieux, la liquidité. Donc la dette, ça va, c'est normal. Donc tu vois, c'est pas des ratios qui sont phénoménaux, qui sont waouh, qui sont fantastiques, mais pour moi, ça reste quand même plutôt correct, hein. Et puis aussi, il y a un bon dividende. Ils envoient environ un tiers du bénéfice en dividende, et ça représente un rendement, en tout cas sur le dernier dividende qui a été important, je crois 1,30€, quelque chose comme ça, de 6,72%, donc c'est assez énorme. Alors je pense qu'ils peuvent le diminuer, etc. En fonction de ce qu'ils doivent investir, ils n'auront peut-être pas le cash pour verser ça, ou sinon, s'ils veulent s'endetter pour le verser, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, donc ça on verra ce qu'ils font, mais bon. En tout cas, le dividende est important, et ça voudrait dire que même si le cours ne bougeait pas, imagine tu achètes à 20, tu gardes pendant 5 ans, et voilà, c'est resté à 20, il n'y a pas eu de augmentation du cours, mais qu'ils ont versé leur 1,50€, on va dire, je crois que c'est 1,30€ de dividende, donc ce qui représente 6,66%, et bien ça veut dire que tu auras quand même fait chaque année une rentabilité sur ton investissement de 6,66%. Donc c'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal, hein. Si tu compares à un livret A, c'est même très très bien. Donc il faut se dire que même si le cours ne bougeait pas, tu as quand même tes 6% de dividendes, donc ça compense pas mal, hein. Après, bon, ils peuvent toujours baisser, mais voilà, c'est aussi un point à faire. Donc au niveau ratios fondamentaux, c'est pas phénoménal, mais c'est très bien, enfin c'est assez bien, on va dire. Pour moi, ça peut valoir le coup. La société, personnellement, je la comprends, c'est concret, j'arrive à saisir hein, le business. Pour moi, c'est pas du chinois non plus, comme certaines sociétés dont je t'ai parlé hier, voilà, dans les pharmaceutiques, les holdings ou des sociétés voilà, qui font des services d'optimisation du numérique, d'analyse pour optimiser l'utilisation. Enfin, tu vois, des trucs où tu comprends absolument rien de rien. Là, au moins, je comprends ce que fait le business, hein. Pourtant j'y connais rien au BTP, à la manutention, mais tu vois c'est concret, je comprends qu'on peut avoir une usine, fabriquer des machines, les vendre à des sociétés et gagner de l'argent quoi.
Les sites de finance annoncent que voilà, il y a une sous-valorisation voilà, qui est nette, qui est quand même pas mal. Donc pour moi, j'ai rien repéré de vraiment négatif. J'ai quand même essayé de me renseigner, j'ai regardé un peu YouTube, j'ai demandé un peu à ChatGPT aussi. Donc c'est vrai qu'un point qui peut être un peu plus négatif que j'ai pas mentionné, c'est le free cash flow qui est assez bas, surtout ces dernières années. Je crois qu'on peut le voir sur Guru Focus. Donc je sais plus où est-ce qu'on a le rapport, mais en gros le free cash flow est assez bas depuis pas mal d'années. Je crois que c'était plus haut. Donc ça, bah, c'est forcément, voilà, on peut se dire, ça peut faire un petit peu peur que la société n'ait pas beaucoup de cash. Tu vois que là, le cash, voilà, il n'est pas très élevé. Surtout, en plus, on voit la dette à côté, donc ça fait un peu peur. Bon, la société, comme je t'ai dit, a fait un investissement de 60 millions d'euros voilà, dans une nouvelle usine. Ils étendent aussi cette usine, ça a coûté combien? Donc 18 millions d'euros. Donc tu vois, ils investissent pas mal. Donc c'est pas, pour moi, il n'y a rien de choquant que le free cash flow soit assez bas. Hein. Ils font des réinvestissements, c'est comme ça. Si c'est rentable à long terme, pour moi, il n'y a pas forcément de problème. Donc je pense que l'analyse est déjà assez étoffée. Donc on aurait pu aussi aller voir les concurrents, etc. Donc forcément, ils ont pas mal de concurrents en Europe. Donc voilà, après, je trouve que c'est extrêmement compliqué d'aller estimer si les concurrents vont être capables de leur prendre des parts de marché ou pas. Enfin là, ça rentre vraiment dans un truc où il faut être limite un expert du secteur pour évaluer ça. Je sais pas si c'est vraiment possible de prévoir l'avenir à ce niveau-là, mais oui, ils ont des concurrents. S'ils ont spécialistes sur certaines machines, où là je pense qu'ils ont une sorte de motte, mais effectivement ils ont des concurrents, et oui, c'est possible qu'ils se fassent bouffer, etc. Là, enfin, c'est pas une société qui a du tout un monopole ni rien. Mais bon, là pour le coup, ce serait assez compliqué d'analyser. Mais en tout cas, bah, voilà, ils sont quand même leaders, je pense, sur le marché français. Devant leurs concurrents de quelques pourcents. Ils ont une bonne position en Europe du Nord. Donc voilà, ils sont peut-être pas leaders du marché, mais en tout cas, ça reste solide. Et ils arrivent à croître, en tout cas, ces dernières années. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Même si on pourrait vouloir aller plus loin et vraiment aller choper chaque concurrent et analyser tout, essayer de voir s'il n'y en a pas un qui est meilleur, etc. Donc pour moi, ça paraît quand même assez intéressant. Donc je t'avoue que je vais pas en faire ma plus grosse position comme Katana, je vais pas mettre 40 000 balles dessus, ça c'est clair. Mais je vais commencer avec une petite position. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, tu sais quoi, je vais le faire en live. Pour une fois, je crois que j'ai jamais fait ça. Mais pourquoi pas. Donc je cache mon écran, là j'ai mes identifiants de connexion et tout. Tac tac, donc je me connecte à mon PEA. Donc il faut savoir que moi, bah, ce qui m'intéresse, c'est de déployer le cash que j'ai sur mon PEA. Donc sur Fortuneo, c'est là où j'investis sur le PEA. J'ai rien, enfin j'ai plus de cash sur le PEA PME, je t'avais montré. Hein. Sur le PEA PME, j'ai tout investi sur Katana, donc j'ai plus de cash, donc ça sert à rien que j'aille dessus. Donc sur le PEA, j'ai encore 3000 euros de cash. À la base, je me suis dit, bon, quand j'ai fait mon gros mouvement sur Katana, que j'ai balancé encore plus fort, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas tout mettre, si ça rebaisse directement après que j'ai mis à 4.5, 4.4, je vais remettre 3000. Finalement, j'ai pas eu besoin, l'action a bien monté, bon, elle est redescendue après puis remontée, bon là je crois que c'est vers les 5 euros, bref, peu importe. Mais du coup, bah, je vais commencer avec une petite ligne à 3000 euros. Donc voilà, 3000 euros sur cette nouvelle société, donc Manitou. Et ensuite, bah, moi c'est comme ça que je commence une position. Je commence jamais une position où je mets, allez, bam, 25 000. Parce qu'au début, voilà, tu connais pas totalement la société. J'ai pas encore assez bien épluché le rapport annuel. J'ai envie de voir aussi où ça se dirige. Donc là, je vais commencer avec une ligne à 3000. Et ensuite, soit ça monte directement, la revalorisation se fait hyper vite, et puis du coup je gagne 30-40%, et bon là tant pis, voilà, soit je vends, soit je garde, mais je vais pas racheter si ça a pris 30%. Si ça baisse, au moins je peux renforcer et lisser mon PRU, et si ça fait rien, ben voilà, potentiellement, en fonction des résultats qui vont tomber de LVMH, de Nexity, etc., je pourrais refaire des petites allocations. Donc si Katanas, les résultats sont encore pas ouf, mauvais, bah peut-être j'allégerai quand même un petit peu pour remettre sur une autre et tout. Donc je vais commencer avec une mini position de 3000 euros, puisque c'est ce que j'ai disponible. Je ne pourrais même pas d'ailleurs mettre les 3000 euros. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire directement. Donc on va chercher Manitou, donc c'est MTU, Euronext Paris, hop. Tac, donc je tape Manitou, donc voilà, 20 euros l'action, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi il me l'a pas mis. Tac. Voilà, donc ça me met sur l'action. On va acheter le plus que je peux avec les 3000 euros. En plus, sachant qu'il y a
Ah, celle-ci, elle était éligible PA-PME, ça aurait pu être pas mal. Sur le PA-PME, bon là j'ai plus de cash, donc tant pis. Donc ce qui est bien avec Fortuneo, c'est que t'as pas besoin de calculer à chaque fois il t'affiche combien ça va faire. Donc là par exemple on va mettre au marché, donc 20 €, si j'en prends 150, ça fera 3037. Bon, ça passera jamais, donc on va essayer d'en prendre, allez, voir 145 ce que ça fait. C'est pas sûr que ça passe. Ouais, tu vois, je dépasse ma couverture. Donc en gros, à chaque fois après je vais essayer d'en prendre jusqu'à ce que ça passe, hein. Parfois ça prend un peu longtemps, mais en gros j'aime, voilà, 143 là ça passe. Donc je vais avoir des frais à 5,79%. Ce qui est pas mal, c'est que c'est pas une société qui pèse plus d'1 milliard de peu, donc il n'y a pas la taxe sur les transactions financières. Donc ça c'est cool aussi sur les small cap françaises, hein, c'est que tu payes pas les 0, je crois que c'est 0,3% en plus. Donc tu vois les frais pour un ordre à presque 3000 balles, 5 €. Bon, ça va, c'est plutôt honnête, hein. Confirmer, tac. Et du coup, bon, Ronex Paris, c'est relativement liquide, ça devrait être effectué, voilà, très très rapidement. Donc je vais aller sur mon PEA pour actualiser. Normalement, ça devrait être le cas. Et là, tu vois que voilà, Manitou, bon, j'ai perdu les 5 balles qui sont les frais, hein, mais voilà, du coup, j'ai 2900 €, donc c'est une mini position, hein, ce qui m'a permis de brûler le cash qui me restait sur le PEA. Donc c'est une mini position. Même si ça explose, ça me ferait pas gagner grand chose, mais aussi dans l'autre sens aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai pas encore fait l'analyse le plus profondément possible non plus. Si je me suis trompé, que je me suis gouré que ça perd 30%, bon bah écoute, j'aurais perdu quoi? J'aurais perdu voilà, 800 € maximum quoi. Donc en gros, c'est assez faible par rapport aux oppositions que j'ai, donc c'est vraiment un début. Que ça monte ou que ça se casse la gueule, en réalité, ça va pas impacter beaucoup. Mais en fait, c'est juste que entre du cash qui va faire dans tous les cas 0% et cette action, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, les probabilités que l'action ait fait plus que 0%, en comptant bien sûr le dividende, c'est proche de 90%, on va dire, donc ça vaut mieux faire ça. Et puis, ben, je t'ai dit que je vais voir en fonction des résultats. Donc voilà, les prochains résultats de Katana, Nexity et tout, Veraya aussi, c'est un peu plus compliqué. Si c'est pas ouf, bah peut-être que je vais vendre Veraya, puis du coup je vais remettre un peu sur Manitou et les autres, etc. Donc tu vois, c'est toujours une allocation, elle va pas rester, je pense, indéfiniment à 3000 balles. Et aussi, il faut savoir que plus souvent les sociétés sont récentes dans mon portefeuille, plus elles ont de chances de virer. Donc si ça se passe mal, j'aurai pas de mal à dans 6 mois changer d'avis et la virer, tu vois. Bon bref, ça limite, je t'en parlerai plus dans l'analyse de portefeuille. Donc c'était tout dans cette petite analyse d'action de Manitou. Donc pour moi, voilà, il y a moyen de prendre à moyen terme 20%, 30%, maximum peut-être 50%, mais ça me donnerait vraiment plus. Donc on verra bien si... Après il y a toujours un aspect chance, hein. Au bout d'un moment il faut le dire, hein, c'est pas magique, hein. On peut pas prévoir l'avenir de comment la société va se développer, des prochains résultats dans un an et demi, donc on verra. Mais du coup, bah, tu vois, je trouve que c'était sympa de faire ces vidéos, puisque hier je t'ai montré vraiment comment je procède pour faire le screener. Donc j'ai trouvé en direct, hein, j'avais pas prévu à l'avance rien, j'ai trouvé en direct la société dans mon screener. Et du coup, je te fais l'analyse aussi dans cette seconde vidéo. Et tu vois que ça va jusqu'à la fin de l'étape, l'étape finale où j'achète et je place des ordres. Et voilà, j'ai maintenant la position qui est dans mon portefeuille. Donc c'est comme ça que je procède pour chacune des actions, hein. À chaque fois, je fais un screener. Ça tombe dessus, bah, comme LVMH par exemple qui était tombé dessus. Nexity c'était un peu différent, mais peu importe. Et ensuite, bah, voilà, je m'analyse. Et si je vois pas de points trop noirs, trop négatifs, et ben hop, j'ajoute ma ligne. Et puis j'avise. Je t'invite à me dire ton commentaire, de me dire en commentaire ton avis sur Manitou. Si toi aussi peut-être t'investis dessus, toi aussi peut-être t'es dans le secteur, si tu connais, me dire ton point de vue. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est une action value assez safe. Ça m'étonnerait que ça peut toujours se casser la gueule, mais je pense que voilà, les probabilités de faire un plus 20, plus 30% sont quand même assez confortables. On verra bien. C'est tout pour cette vidéo. Avant de te quitter, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Si tu veux recevoir ma méthode plus en profondeur, si là tu as été peut-être un peu perdu sur certains aspects, je t'offre par email, sur cet email, ma méthode en détail de choix d'action, les critères que j'utilise, donc tu peux recevoir ça gratuitement par email. Clique sur le premier lien en description, et moi je te dis à très vite dans d'autres vidéos, investissement value.